universelle. Donc, on commence à travailler en trois parties. Je ne sais pas si ça sera vraiment subversif, en tout cas, j'essaie d'être aussi concessionnaire sur ce genre de sujet, ni dans le catastrophisme, ni dans le galvanisme ferme. Dans le, comme on dit, stratégie du sous-ours, tout est beau, et tout est arrangé, sans avoir tellement besoin de faire des choses, de parler, et tout va très bien. Donc, le plan sera en trois parties. D'une part, un état des lieux que je qualifie de contrasté, mais global, le fait que dans l'état des lieux qui n'est pas spécifiquement européen, mais plutôt mondial, parce qu'on ne peut pas, même au niveau européen, on ne peut pas avoir une bulle, et donc ce qui se passe à l'extérieur est quand même quelque chose de tout à fait fondamentalement déterminé. Je voudrais brièvement rappeler, peut-être systématiser aussi un peu les enjeux du dynamisme qui sont considérables. Et enfin, troisièmement, je regarde maintenant votre culture mentale. Je dirais, troisièmement, je sais ce qu'on parle du fil duratoire, c'est je voudrais simplement prendre quelques exemples où en fait, pourquoi le fil duratoire, vous avez compris qu'il y a différentes expressions, on est un peu sur la crête, dans la mesure où il suffit que le pied glisse à droite ou à gauche, et on démarre la vallée pour se retrouver tout en bas. Donc il y a tout un ensemble d'enjeux et de décisions qui sont prises, et parfois par des groupes de personnes extrêmement restreints, mais qui ont des effets très lourds, et qui peuvent avoir une influence décisive sur la société. Donc voilà, premièrement, l'état des lieux contrasté. Là, je vais avoir deux approches de l'économie au sein de la macroéconomie et de la microéconomie. C'est ça qui va être un petit peu la distinction de base. Et je vais commencer par une approche démographique qui est macro. Par rapport à, je dirais, cette idéologie monologue qui voudrait que tout tourne autour d'une seule langue, la langue hyper centrale, selon les choses que nous encadrer, c'est une vision effectivement qui est dans la tête de beaucoup de personnes, mais il faut quand même voir un petit peu les choses d'un plus près dans la réalité, et non seulement dans la réalité, mais dans les évolutions qui existent. Donc on sait par exemple, dans l'Amérique latine, on sait par exemple que l'Amérique latine est un continent qui est en forte expansion, à la fois sur le plan économique et démographique. Et cette expansion est à la base du développement significatif, non pas d'anglais, mais de l'espagnol, et accessoirement du portugais. Et qu'en Amérique latine, des accords entre les États font que le choix du bilinguisme est fait entre le portugais et l'espagnol, et que l'anglais, c'est la troisième langue, plurilinguisme. Donc, il y a un plurilinguisme à l'américanisme, à la latino-américaine, dans lequel il y a deux langues plus une et non. C'est une façon, c'est une forme de plurilinguisme. Si on prend l'Afrique, c'est une description quand même assez éloignée, différente. D'une part, il n'y a pas de langue, il y en a quand même deux quand même. Il y en a au moins trois. C'est d'une part, il y a l'arabe, il y a l'anglais et le français, qui sont à peu près, grosso modo, dans les grosses mains, à peu près à égalité. C'est l'Afrique le continent qui connaît le plus grand développement actuellement, avant tous les autres. Qui fait que en Afrique, l'anglais est amené à se développer et le français est également amené à développer de manière importante. Pour des doubles raisons, d'une part, c'est un facteur démographique, c'est plus que ça, c'est un facteur éducatif. Donc, en fait, il y a une multiplication, le développement de l'éducation crée un multiplicateur au niveau des développements. Donc je regardais un film il y a 3 jours, là, à la grande en portugais, qui est sorti il y a quelques jours, en salle, et à un moment donné, dans le dialogue, il y a un homme d'affaires, qui est un personnage principal du film, qui dit ah non, mais le français, c'est quasiment exceptionnellement mort. Bon, voilà. Donc c'est bien, on voit après. Quand on parle de circulation des idées, il y a la circulation des idées, il y a la circulation des préjugés, il y a des a priori, des spots publicitaires, ou je ne sais pas quoi.
alors, si vous prenez l'Asie, c'est encore un autre contexte où, effectivement, l'Asie est elle-même très largement utilisée dans ses relations internationales, mais elle n'est pas tellement tant que ça dans la population elle-même. Donc, elle des élites assez restreintes, y compris en Inde, en fait, où l'anglais soit la langue réellement utilisée. Il y a d'autres langues, évidemment, qui sont très largement utilisées. Quant aux Chinois, bon, il est évident que les Chinois, qui sont des gens extrêmement pragmatiques, n'oublient pas leur langue et souhaitent effectivement que ce langage se développe dans le monde entier, y compris en Afrique. Mais en même temps les Chinois, ils essayent aussi d'utiliser la langue des pays dans lesquels ils se développent. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à l'Afrique. Les Chinois, quand ils sont en Afrique anglophone, ils parlent anglais. Mais quand ils sont en Afrique francophone, ils parlent le français. Et ils s'intéressent beaucoup à l'Afrique. Ça explique que, en fait, le français se développe assez rapidement en tant que deuxième langue apprise en Chine. Donc voilà quelques éléments dont il faut quand même avoir conscience. Bon, il y a plein de choses à dire, enfin, je ne sais pas non plus tiens à rester dans les limites raisonnables. Voilà, donc il faut avoir vraiment conscience de ce schéma d'ensemble. Alors, maintenant, je voudrais passer à la. Alors, pour l'Europe, évidemment, l'Europe, au cœur de ce système-là, je dirais qu'il y a une vision plutôt brouillée. Donc, on reviendra là-dessus vers la fin de l'exposé. Mais l'Europe est quand même très bizarre dans son approche des problèmes de langue. Et également extrêmement contrasté selon les pays. Donc, alors, je passe à l'aspect un peu dynamique. Alors, dynamique des langues, au sens un peu faux, parce que ne peut pas se permettre de voir que les choses d'une manière globale. Il faut aussi descendre à l'intérieur des sociétés et à l'intérieur des espaces continents. Alors, bien sûr, je ne vous traite pas, mais on pourrait aussi en parler. Dans cette approche des langues, là, je viens de faire au niveau de l'approche internationale, je n'ai nécessairement parlé que des langues internationales. C'est-à-dire, en fait, dans la catégorie de l'UNICAPET, les langues hypercentrales et les langues centrales. Mais je n'ai pas parlé des autres, donc les langues nationales locales, qui, elles, ont une problématique qui est évidemment tout à fait bien connue en Roumanie, à savoir que, sortie de l'harmonie, personne qui parle de roumain. Je pense qu'on pourrait les compter par quelques centaines, mais c'est tout à fait vrai aussi pour le polonais. Voilà, je crois que ma fille qui a pu apprendre le polonais en troisième langue, on avait regardé des effectifs sur la France, on avait à peu près 150 personnes qui parlaient polonais. Donc ça posait des problèmes, par exemple, pour changer d'académie. Dans une académie dans le Nord, dans l'académie d'à côté, il n'y a pas de problème. Bon, voilà, il faut aussi passer par le genre de handicap que vous allez rencontrer. Donc, évidemment, dans ce contexte-là, se posent des questions de langue qu'on doit posséder impérativement dès qu'on est à l'extérieur. Alors, il y a un peu, là c'est au niveau pays, mais évidemment, après, les déclinaisons sont un petit peu analysées. Bon, je dirais, j'ai appuyé sur le vous m'entendez là? Ça va? Ça va. J'ai appuyé sur le bouton. Bien, donc, on voit les choses d'un point de vue individuel, parce que la relation de l'individu avec la langue est quand même très particulière. On a des langues qui valorisent la personne et des langues qui sont vécues comme valorisantes. Donc, la langue est soit par définition, le fait d'être bilingue ou plurilingue, peut être un facteur de surcapacité, de valorisation personnelle, mais dans d'autres contextes, c'est pas tout le contraire. Et là, il faut aussi savoir, comprendre et interpréter toutes ces situations. Un individu peut être en surestimation de soi, et au contraire, vit une certaine forme d'insécurité psychologique qui peut parfois se définir en une insécurité biologique qui devient un handicap. Donc, des situations qu'il faut pouvoir faire à travers les différents, parce que ça sera encore un autre exposé. Mais nous, on est obligés de faire attention à ce genre de situation, qu'ils vont pouvoir se déployer selon différentes thématiques. Les langues de minorité, les langues régionales, c'est pas tout à fait la même chose, et puis les langues dominantes, c'est
encore autre chose. Donc là, il faut que. Alors le PLU, il essaie de regarder un petit peu tout ça, hein, et là-dessus, effectivement, même dans ces domaines-là, les situations sont extrêmement contrastées. Hein. Là, il y a 2 semaines, j'étais au congrès mondial des droits linguistiques à Pékin, là, et un professeur italien, le napolitain, il disait que le napolitain, alors que les napolitains ne sont pas spécialement considérés comme étant une minorité intérieure, mais le napolitain était quasiment en disparition. Bon, et évidemment, il y a la logique officielle, on ne peut pas, voilà, effectivement, on ne devrait pas faire une logique qui, même à l'intérieur d'un État, permet aux langues, ne sont pas les mêmes, c'est un peu comme complètement partie du patrimoine, et c'est pas seulement une vision passive du patrimoine, mais une notion de temps, c'est-à-dire que ce patrimoine, ça doit vivre. Donc ça aussi, c'est des questions qu'il faut savoir gérer, et là aussi pour gérer ça. Hein, et voilà. Donc la globalisation, je dirais, le concept, c'est voilà, une sorte de chaque bâtiment, il faut quand même savoir le manipuler. Hein, et c'est pour ça qu'effectivement, la mondialisation, globalisation, il y a des différences entre les deux. La mondialisation, c'est la manière un peu francophone de conceptualiser la globalisation. Et comme on crée toutes les langues, créent leur propre corpus par elles-mêmes, hein, après, demain, ça divise un petit peu, ce qui fait qu'après, on a plusieurs interprétations possibles des mêmes des phénomènes qui sont à la base, évidemment, qui sont les mêmes. Hein, voilà. Donc voilà le deuxième aspect que je voulais évoquer. Je ne vais pas trop éventuellement en parler, mais je voudrais passer davantage. Alors oui, si, quand même. Donc on est capable de mesurer, bien évidemment, c'est un petit peu difficile à faire, mais on doit se doter d'outils pour reconnaître un peu les dynamiques des langues telles qu'elles existent. En général, aujourd'hui, quand on commence à parler d'une langue, en général, c'est des langues complètes. Elles sont presque disparues quand on commence à dire qu'il faut faire quelque chose pour les sauvegarder. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais souvent les choses sont un peu trop tard. Donc c'est pour ça qu'il faut se doter aussi d'outils. Alors bon, bien sûr, c'est le nombre de critères, mais aussi quel est le facteur de transmission que les langues connaissent. Là, il y a des langues qui, dans le cas des cerveaux du emploi, en fait, se transmettent très mal. Hein, donc à la deuxième génération, la langue est perdue. D'autres, au contraire, qui résistent mieux. Hein, et puis il y a des langues aussi qui sont capables de créer de nouveaux locuteurs. Donc ça, la vitalité des langues. Et puis il faut qu'on ait, j'aime assez le concept de la galaxie des langues, donc avec la troisième bloc que je cite, et je pense que c'est quand même une démarche intellectuellement très intéressante, hein, dans laquelle on voit des galaxies. C'est clair que les langues sont équivalentes en quantité, mais ne sont pas équivalentes en fonctionnalité, hein, c'est tout à fait certain. Et donc, il faut qu'un système galactique, on a plein de planètes, elles ne se dévorent pas les unes les autres. Donc il y a des interactions entre elles, et donc c'est plutôt là-dessus qu'il faut pouvoir miser. Donc, voilà, les enjeux j'ai déjà un peu entamé le deuxième point de mon exposé, dans les minutes de temps, donc les enjeux du plurilinguisme. Alors, là, c'est un peu une systématisation. Vous voyez que les enjeux sont extrêmement nombreux. Hein, et ce qui prouve que en fait, la recherche, je crois que la chose a été dite par William Jean-Renaud tout à l'heure, la recherche dans le domaine du linguisme, de la diversité culturelle, bien sûr dans la anthropologie, est une recherche qui est relativement riche et assez intéressante. Hein. Il faut vraiment s'en féliciter. Hein. Alors, bien sûr, elle existe, c'est très important pour l'identification, mais évidemment pas seulement, par ailleurs. Et donc, la circulation des savoirs est véritablement à l'œuvre, et dès lors qu'on a une recherche relativement féconde dans le domaine, ça veut dire qu'on est plutôt en mesure de peser sur les processus de décision. Hein. Et ça, c'est absolument capital. Si on n'a pas à la base des soutiens du monde de la recherche, on est très mal outillé ensuite pour peser. Ça, c'est d'ailleurs une critique. Pas vraiment le
troisième équipe de développer, c'est la recherche, les décideurs et la société civile. À la recherche. Voilà, donc il y a un premier enjeu. Bon, il n'y a pas de classement hiérarchique dans les enjeux, hein, mais il y a quand même un enjeu essentiel pour nous, en tout cas, c'est l'enjeu de citoyenneté. Il n'y a pas de pouvoir politique si le pouvoir politique ne communique pas avec la population dans la langue qui est comprise par la population. C'est un peu basique de le dire, mais c'est tellement basique que certains l'oublient complètement. J'y reviendrai. Le deuxième enjeu, qui rejoint la question de la recherche, c'est l'enjeu de la connaissance. Alors là, c'est quelque chose de tout à fait considérable. Donc, le fait qu'effleurer la surface de l'iceberg. Hein. Donc, c'est la question, par exemple, de la conservation. Quand on dit qu'il y a 7 000 ans, etc., et toutes ces langues qui disparaissent, bon, effectivement, il y a comme ces langues sont toutes fortement liées à l'environnement dans lequel elles sont vécues, hein, en même temps que la langue qui disparaît, c'est pas la langue qui disparaît, c'est un petit peu une sorte de lexique qui disparaît, c'est beaucoup plus que ça. Hein. Donc, ce sont des pertes absolument considérables, et tout un travail, c'est effectivement soit d'arriver à ce que ces langues ne disparaissent pas, mais c'est déjà perdu, hein, soit en tout cas assurer les conditions de la transmission, hein, même si elles ont disparu. L'enjeu de la connaissance se fait à travers l'interaction. Ça, j'en ai déjà un petit peu parlé. Hein, c'est qu'effectivement, les langues et les cultures sont en interaction les unes avec les autres. Hein. Il ne s'agit pas du tout, ce ne sont pas des ensembles isolés. Hein. D'ailleurs, les troisième décennie européenne de linguisme que nous avons obtenu à Rome en 2012 s'appelait les langues sans frontières. Donc, ce qu'on voulait souligner, et ça c'est le débat de la charte européenne de linguisme, qui est la charte de l'OEP, si on veut, c'est que les langues n'ont pas vraiment de limite entre elles, elles ne peuvent pas, je dirais, être soit isolées du reste du monde, soit écrasées les unes par les autres. Donc il y a forcément quelque part, même si les relations sont toujours asymétriques. Quelquefois, se met ça dans la tête, des notions d'égalité est complètement virtuelle. Hein, la réalité, c'est que la base même des relations interlinguistiques, ce sont toujours des relations asymétriques. Mais elles peuvent être, je dirais, asymétriques, mais pas toujours dans le même sens, tout le temps. Donc ça, c'est une dimension absolument fondamentale, et l'enjeu de la connaissance est aussi là. Hein, et il faut qu'à travers la circulation des savoirs, des concepts, des valeurs, puissent se faire, et ça se fait par l'interaction entre les langues et les cultures. Alors, enjeu de la connaissance, je dirais, il y a un au-delà de la traduction. Vous savez que on appelle ça un peu les intraduisibles. Et c'est vrai que très très vite, si on y réfléchit un petit peu, on touche très vite dans la vie quotidienne à des pièces traduisibles. Donc la semaine dernière, j'étais au congrès annuel de l'UEGES, tout le monde est professeur de langue des grandes écoles d'ingénieurs et de commerce, l'association française, à Strasbourg, et un des intervenants, un collègue espagnol, il a fait une comparaison entre la cerveza et la bière, la bière belge, etc. En fait, c'est pas vraiment la même chose, parce que quand vous avez la bière dans le vin, d'abord, elle n'a pas forcément la même fraîcheur, hein, elle n'est pas de la même manière, dans le même contexte, etc. Et donc, en fait, c'est que le même mot, c'est en l'occurrence pas le même mot, hein, mais il y a derrière tout un substrat culturel, d'expériences vécues, etc. Mais ça, c'est au-delà de la traduction. Hein, c'est ce qui fait la langue de culture. C'est pas la langue distinguée, la langue des lettres, c'est ça, la langue de culture, c'est la langue qui est enracinée dans la culture. C'est pas tout à fait pareil. Voilà. Donc, voilà, j'invite à la chef là. Donc, la langue, qu'est-ce que la langue? La langue, c'est dans la conception, bien sûr, vous êtes tous totalement convaincus. Ce n'est pas simplement un moyen de communication au sens restreint de la communication, c'est-à-dire échanger de l'information. On échange plus que de l'information. Donc c'est une manière de communication sur laquelle on va ajouter, entre guillemets, réussite. C'est une communication utilisée par
dit artisanale. Hein. Donc la langue, c'est avec elle plus qu'une agent de subtilité qu'elle peut transporter. Bon. Et on a cité dans l'expérience, et là je me réfère au philosophe qui me semble être le philosophe réellement fondateur du plurilinguisme et de la diversité linguistique, qui est le philosophe napolitain, italien napolitain, Vico, qui au XVIIe siècle, quand Descartes avait déjà donné des explications des différences linguistiques et qui étaient en fait explicables par tout simplement la diversité des expériences historiques vécues par les hommes, dans les sociétés et dans les contextes géographiques et historiques. Donc, il faut savoir penser la diversité. Et alors là, la pensée de la diversité, c'est presque dire que c'est un peu une pensée émergente. Hein. Je ne vais pas vous donner la bibliographie, mais ce n'est pas une bibliographie absolument considérable. Hein. Il y a tout un plan de la pensée qui tourne vers l'universalisme et l'universalité, et tout un autre plan qui, en fait, va plutôt vers le singulier, hein, et construit à la lutte l'universalité à partir du singulier. Hein. Il ne part pas du concept, il part du singulier. Le seul problème, c'est que les corpus, si on raisonne un peu en tant que le corpus de la diversité, n'a pas du tout le même poids que le corpus de l'universalité. Voilà. Mais logiquement, ça devrait avoir le même poids, mais ce n'est pas le même. Donc, penser la diversité, c'est Philippe Derrida, il y a quelques ouvrages que je pourrais citer en référence, Philippe Derrida, qui a 400 ans, qui était la modélisation de point penser la diversité. Voilà. Alors là, c'était les enjeux de la connaissance, mais puisque nous sommes dans une société où l'économisme est quand même très présent, il y a aussi des enjeux de compétitivité. Et là, on doit bousculer les idées reçues. La compétitivité ne signifie pas le monolinguisme. Donc, c'est déjà, si on prend l'aspect individuel, vous savez, bon, j'ai presque scopé la cité Charles Quint, quand il disait un homme qui parle 4 langues ou 4 hommes. Hein. Mais il disait, c'est une intuition qui aujourd'hui est largement confirmée par les résultats les plus récents des sciences cognitives, psychologie cognitive, qui prouve que finalement les siècles passent, mais les progrès sont quand même assez lents. On progresse dans la manière d'approcher les sujets, mais finalement, l'idée, elle, ne change pas de manière absolument fondamentale. Et si on. Alors, c'est un sujet qui était beaucoup développé à l'UPGN la semaine dernière. Dans l'entreprise du XXIe siècle, le cadre des entreprises du XXIe siècle, c'est quelqu'un qui parle plusieurs langues, qui comprend. Et ça, c'est un sondage fait par la CPI, la Commission d'éthique d'ingénieurs, c'est quand même assez intéressant quand même. C'est significatif de forte évolution intellectuelle qui existe. Hein. C'est quelqu'un qui parle plusieurs langues, qui comprend les dynamiques interculturelles qui sont à l'œuvre, à la fois dans le marché et dans l'entreprise. C'est quelqu'un qui sait transformer ses compréhensions en une capacité supérieure pour gérer les affaires. Toute chose dont le cadre devrait aujourd'hui être totalement confus, hein, dont l'heureux bénéficiaire, c'est à la fois l'individu, mais aussi l'entreprise. Curieusement, les écoles de management, les écoles d'ingénieurs n'enseignent pas ça. Voilà, c'est quand même un grand sujet. Donc, c'est une compétence tout à fait riche et tout à fait importante, et facteur de compétitivité au niveau de la personne, mais au niveau de l'entreprise. Les effets sont nombreux. Meilleure circulation dans l'entreprise, vitesse de circulation, qualité de l'information, qualité du climat au travail, qualité des relations humaines, l'identité de chacun étant respectée, et du coup, ça a forcément quelque part un effet. Vous savez, peut-être entendu parler de burn-out, ce sont les armes dans certains types de management, le management plurilingue devrait éviter ce genre de travers et de catastrophes non seulement sanitaires, mais économiques.
Oui, parce que ça coûte beaucoup. Ça coûte beaucoup. Mais ça, on ne se rend pas dans la comptabilité. Donc, le comptable ne l'aura pas dans sa comptabilité totale. Bon, qualité des ressources humaines, productivité individuelle, le travailleur mieux dans sa peau travaille mieux. Relation avec les partenaires, les fournisseurs et les clients. La langue des affaires, en fait, certains disent que c'est l'anglais, mais la réalité n'est pas celle-là. Et là, je pourrais décliner de nombreuses enquêtes qui aboutissent à cette conclusion qui n'est pas celle-là, même dans les entreprises. La langue des affaires, ce n'est pas l'anglais, c'est la langue du client. Pour simplifier, parce que bien, fournisseur, etc., qui n'est pas une bonne anglais, qui est anglais, éventuellement, on se couvre quand effectivement on n'a pas la compétence dans l'entreprise. Voilà, qualité de la prise de décision aussi, on n'est pas capable tellement d'évaluer les mauvaises décisions, les décisions qui sont prises sur la base d'informations erronées, sur les erreurs d'appréciation, on ne sait pas calculer ça. Voilà. Et je terminerai, en ce qui concerne les enjeux, sur l'enjeu de la créativité. Là, c'est un petit peu un point d'œil sur le thème futur des quatrièmes décisions européennes qui normalement, 9 chances sur 10, ça se prendra à Bruxelles au mois de mai 2016. Je ne révèle pas encore la date, j'attends encore quelques réponses, mais ça devrait être ça. Et donc, le thème général sera plurilinguisme et créativité. Pourquoi? Tout simplement parce que le contexte plurilingue, les enjeux du plurilinguisme nous obligent à la créativité. Pas seulement la créativité dans le domaine de la langue, mais la créativité à tous égards. Donc là, je veux dire la créativité dans le fonctionnement de l'entreprise, la créativité dans le fonctionnement des institutions internationales et européennes, etc. Donc je passe sur ce, au troisièmement. C'est-à-dire, alors le fil du rasoir, là je voudrais traverser quelques sujets sur lesquels on est réellement sur le fil du rasoir. Et c'est là où, effectivement, comme le disait tout à l'heure, en citant Denis Bolton, la modélisation, elle sera ce que nous en ferons compte. Oui, c'est effectivement, il y a beaucoup de travail, il faut jouer sur beaucoup de secteurs, beaucoup de chantiers, presque des concepts un petit peu géopolitiques et je dirais un petit peu ce que ça de stratégie quasi militaire. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir identifier les lieux, les champs de décision sur lesquels il ne faut pas faire d'erreur. Donc, alors voilà, je commence par le. Donc, il faut jouer sur le réel, il faut vraiment se dire. Et se dire qu'il y a des pièges, etc. Enfin, il faut bien évaluer les situations et dire que les situations n'aident pas toutes les batailles. Il ne faut pas faire de la guerre, effectivement. Là, je ne citerai pas quand même. C'est quand même, on est quand même un petit peu dans ce genre de choses et que les situations sont parfois réversibles. Donc voilà, éducation-recherche. Bon, je commence par la recherche. Comme ça a été tout à l'heure, ça a été évoqué par le professeur de la psychologie, donc je ne vais pas revenir là-dessus, c'était très bien expliqué. Comment il était très important de pouvoir faire de la recherche dans les langues. Et pas seulement dans les grandes langues internationales, et pas seulement en anglais. Pour permettre à cette interaction de développement, et puis pour éviter un certain nombre d'effets qui viennent de cette domination qui se crée, d'effets asymétriques, domination sur un effet asymétrique qui est volontaire ou pas volontaire, on va chercher toujours une volonté maléfique dans l'effet de domination. Et donc, on voit bien que parfois, il y a une sorte de. Quand une langue. Quand une langue ne fait plus de recherche dans une langue, il y a plusieurs effets qu'on peut identifier. C'est mon ami Pierre Pratt qui l'a fait, et je ne sais plus si je vais utiliser exactement ce terme, enfin, je crois qu'on va retrouver après cette classification, il y a une table mémorielle. C'est-à-dire qu'on sait de lire les sources dans la langue d'origine, et comme elles ne sont pas traduites, c'est bien simplement on oublie que ça existe.
Donc parfois, on réinvente des choses qui existaient, hein, par hasard, ou on ne réinvente pas. À la limite, il faut presque mieux réinventer quelque chose en oubliant que ça a déjà existé, hein, mais parfois on ne réinvente pas. Donc là, c'est une perte mémorielle, tout à fait réelle. J'essaie de faire trouver le poursuivre. Bon, alors il y a une perte conceptuelle qui peut effectivement exister. Hein. Et donc, il y a des concepts qui existent, qui sont créés ailleurs, et on n'arrive pas à les transposer. Donc, ça veut dire qu'on va tuer en fait aussi sa moyen de tuer la recherche dans cette forme. Non seulement on perd en mémoire, mais on perd en capacité conceptuelle. Donc, ça peut être extrêmement important, hein, que ce soit dans le domaine de la recherche, dans le domaine du droit, par exemple, d'enrichir le vocabulaire, de transposer les concepts pour pouvoir continuer une recherche dans la. Il y a quelques années, j'avais participé à un colloque sur la traduction du traité européen, du traité de Lisbonne, par un organisme roumain, indépendant du droit du ministère des Affaires étrangères, et la traduction en roumain du traité de Lisbonne avait donné lieu à un lexique qui même était trilingue. Qui était en roumain, en anglais, en français, et s'il n'y avait pas, quatrilingue, s'il n'y avait pas l'allemand, c'est parce que il faut laisser l'argent pour produire le quatrième volet. Hein. Il était extrêmement important, en fait, d'enrichir le vocabulaire. Donc voilà, donc une perte conceptuelle, et après, il y a une perte en créativité, parce qu'à partir du moment où la recherche a cessé de se faire, on n'arrive plus, on ne crée plus de la recherche. Même une recherche qui a plus de dominance, mais en interaction avec le reste, peut-être évidemment créative. C'est absolument évident. Pourquoi? Parce que les expériences historiques ne sont pas les mêmes d'un espace à un autre. Et si vous faites de la recherche uniquement en faisant une enquête autour, comme échantillon uniquement des étudiants d'Harvard, par exemple, je ne sais pas, sur le monde islamique ou le monde en Allemagne, je ne sais pas, vous êtes sûr de vous planter. Or, il y a beaucoup de recherches qui se font comme ça, dans lesquelles en fait, on ne rentre pas dans la réalité historique des sociétés, et au niveau des sciences humaines, c'est totalement fascinant. Voilà, donc la recherche, alors la recherche d'enseignement supérieur, vous connaissez un des défis. Il y a des défis aujourd'hui qui se trouvent posés dans l'enseignement supérieur, c'est l'internationalisation de l'enseignement supérieur, avec ce développement tout à fait important d'enseignants qui sont tous exclusivement en anglais. Ce n'est pas un peu en anglais, mais beaucoup en anglais, c'est complètement en anglais. Hein. Alors ça s'est beaucoup développé dans le pays nordique, beaucoup développé en Allemagne, ça s'est beaucoup développé en début de la législation française en France. Actuellement, il y a plus de 800 formations comme ça, principalement des masters, qui sont uniquement en anglais, dans l'application illégale. Ça peut beaucoup développé aussi en Italie. Donc il faut simplement, je voudrais signaler que là-dessus, il y a des combats qui sont des vrais combats qui ont lieu. Alors en Allemagne, il y a eu en 2011 une conférence des directeurs des établissements d'enseignement supérieur en Allemagne, qui était arrivée quand même à une observation relativement intéressante, c'est que un étudiant qui arrive d'une nationalité quelconque, qui ne parle pas allemand, qui vient étudier à Berlin, qui parle très très peu l'allemand, qui en repart en parlant moins l'allemand qu'en arrivant, pose quand même un problème parce qu'il ne peut pas être employé pour l'entreprise allemande, pas plus en Allemagne d'ailleurs qu'à l'étranger. Et donc là-dessus, il y a un truc qui ne va pas. Bien. Donc, bien sûr, comme l'enseignement supérieur en Allemagne, ça ne dépend pas d'un ministère central, il n'y a aucun moyen de sortir de là, si ce n'est que, je dirais, la conviction que le 100% anglais n'est pas payant devrait petit à petit faire des progrès en Allemagne. Donc, en Italie, il y a eu, c'était en avril 2013, sauf erreur de ma part, un jugement du tribunal administratif de Lombardie concernant une décision du Conseil de l'Institut politique de Milan, qui décidait que toutes les langues, tous les enseignements, à partir du niveau master, devaient se faire uniquement en anglais, donc il n'y avait même pas place pour des masters en italien, il n'y avait que des masters
été invalidé par le tribunal administratif de Lombardie. Il y a eu un appel au Conseil d'État, lequel on a maintenant, au stade actuel, a renvoyé l'affaire à la Cour constitutionnelle. Donc, nous, tout le texte complet du recours, du jugement du tribunal administratif, je ne sais pas si on dit jugement ou décision, du tribunal administratif de Lombardie existe sur le site de l'OEP. Et c'est vraiment un très très beau morceau de bravoure sur le plan juridique. Hein. On peut dire ça, c'est un grand plaisir. Pour ceux qui ont le droit, bien sûr, mais c'est pas vraiment très bien. Alors en France, il y a eu la loi qu'on a dite Fioraso, c'est-à-dire la loi d'enseignement supérieur et de recherche, je crois votée le 27 juillet 2013, qui a été l'objet d'une belle bagarre au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui a fait que le texte, on a été un certain nombre à réussir à détourner le paquebot. On a eu l'impression qu'il y avait une espèce de grosse manœuvre côté au niveau des grandes écoles et de certaines universités pour que soient autorisées les formations 100% en anglais. Et là, je dirais, la menace a été complètement détournée parce que le texte qui a été voté, avec l'approbation de la ministre, qui a complètement changé la vie en cours de route, nous donne largement satisfaction, puisqu'il faut quand même le savoir, tout le monde ne le sait pas, parce que la presse a donné un compte rendu totalement fallacieux de cette histoire-là. Et actuellement, il n'est pas possible de faire un enseignement complet avec 50% des enseignements des cours en anglais. Il doit être au moins 50% en français. D'autre part, le français reste la langue principale pour la soutenance du diplôme. Et d'autre part, le français est obligatoire dans l'enseignement, c'est-à-dire que ça, il n'est pas possible, il est peut-être possible de commencer sans connaître le français, mais on ne peut pas en sortir sans maîtriser suffisamment le français pour subir son diplôme en français. Donc voilà. Bon, cela dit maintenant, c'est la deuxième partie de la bataille, parce qu'il s'agit bien de bataille, c'est l'application de la loi. Voilà, parce que aujourd'hui, plus d'un an après le vote de la loi, apparemment, le nombre de formations qui sont entièrement en anglais a continué d'augmenter. Peut-être un peu plus loin vite qu'avant, mais a continué d'augmenter. C'est-à-dire que je pense que beaucoup d'écoles et d'universités ont fait le pari que la loi ne serait pas appliquée, pas plus factuelle que la précédente. La seule différence, c'est que maintenant, on a un outillage juridique qui permet à des associations comme l'OEP d'actionner les tribunaux, notamment les tribunaux administratifs, pour faire appliquer la loi. C'est ce qu'on a commencé à faire. Pour l'instant, on n'a pas encore de résultat. Ça viendra. Autre élément concernant l'enseignement supérieur, tout à fait clair, c'est que, bon, ça c'est certainement pas vrai en Roumanie, donc tout de suite, la Roumanie est hors de cause là-dedans, mais dans beaucoup de pays, la France bien évidemment, mais pas seulement la France. Bon, après le bac, les langues, c'est fini. On considère que tout est acquis au niveau du bac, et donc après, ce n'est plus la peine de faire des langues. Bon, c'est pas vrai partout. Dans les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce et de management, là, on fait des efforts importants, mais dans les universités, pour l'instant, le problème n'est pas réellement traité. Donc, là, un enjeu considérable, c'est le développement de LV2 dans mais j'ai bientôt fini, ouais. Je me laisse rappeler, mais le développement des SV2 dans les grandes écoles, mais aussi dans les universités. Donc c'est un immense chantier, mais là c'est tout à fait balbutiant, parce qu'actuellement, il y a plutôt de la LV1 et encore. Donc là, bon, je vais effectivement vraiment accélérer. Je vais quand même, après je vais conclure sur l'institution européenne, je vais sauter sur les entreprises. Je saute. Quand même, un autre, on est toujours dans l'enseignement supérieur. Il y a eu une mesure réglementaire récente. En France, vous savez, il y a une école nationale d'administration. Et c'est le concours pour l'administration, c'est le concours de référence. Et derrière, il y a tout un ensemble de concours administratifs, puisque dans l'administration française, on rentre dans l'administration, on va faire des concours principalement. Et bien, jusqu'à présent, il y avait une quinzaine de langues qui étaient acceptées pour passer le concours de l'ENA. Et depuis avril 2014, il y a eu les
téléphone uniquement en anglais. Voilà. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail là, mais on a considéré qu'il y avait une contradiction avec les conclusions du sommet européen de Barcelone de 2002, qui prenait deux langues en plus de la langue enseignée pour tout le monde depuis le plus jeune âge. Ce n'est pas jusqu'au baccalauréat, c'est partout, y compris l'enseignement supérieur. Ça a été traduit dans le Code de l'éducation en France, et donc il a semblé que l'État, qui est un enseignement de l'éducation supérieure, l'enseignement supérieur, je suis preuve du contraire, devait appliquer la loi française. Et donc, pour nous, la violation de la loi nous paraît tellement évidente, on a déposé un recours au Conseil d'État, et on attend, dans des délais relativement brefs, une conclusion. Donc, ça sera, on vous fera connaître quand la décision sera prise, parce que si on gagne devant le Conseil d'État sur ce sujet-là, je dirais que ça sera une très grande victoire. Bon, je termine, c'est la conclusion. En ce qui concerne les institutions européennes. Bon, là, effectivement, on a des enjeux tout à fait considérables, notamment de citoyenneté. Il est clair que le pluralisme intégral reste la base des institutions, disons, représentatives, que ce soit le Parlement, le Comité économique et social européen ou le Comité des régions. C'est extrêmement important. Même récemment, le Parlement européen a un petit peu rappelé cela en créant sur le site internet du Parlement européen le recrutement sur le pluralisme. Bon. Donc, on peut dire que, je simplifie, mais grosso modo, le pluralisme est respecté dans ces institutions-là. C'est important de le dire, parce que sinon, on a tendance un peu à se créer vraiment des démons qui laissent croire que, sans volonté, on peut faire de toutes les personnes. La volonté existe et le pluralisme est sauvegardé. Pour la Commission, c'est tout à fait différent. Et là, il y a deux aspects. Il y a d'une part le travail en fait de la Commission. Bon, on est conscient qu'on ne peut pas travailler en 24 ans. Mais en même temps, il y a eu également une dernières années une évolution considérable qui a fait qu'aujourd'hui, 80% du travail, pas de conversation, mais du travail ici se fait, les réunions se font uniquement en anglais. Alors, vous avez par exemple un Allemand qui va rédiger en allemand, et après ce texte sera traduit de l'anglais vers l'allemand. Vous prenez un francophone, mais ça ne vaut pas. Il y a quelque chose là-dedans qui paraît quand même assez surprenant. Ça, c'est un aspect, et qui a en fait son pendant, il y a le versus côté citoyen. C'est que le résultat de cette situation-là, comme tous les traduits vers les autres langues, c'est souvent une partie qui est traduite vers les autres langues, 70% en réalité, d'après une estimation, 70% des textes publiés sur le site de la Commission européenne sont uniquement en anglais. Bon. Et donc, évidemment, par rapport à la population, il y a un accès à l'information qui est peu conforme quand même à des règles démocratiques élémentaires. Bon. Alors, nous, ce que nous défendons comme principe général, après le comportement qui est applicable, c'est qu'on estime que d'une part, il faut qu'il y ait plus de traduction comme activité de la population, il ne se satisfasse pas d'une situation aussi bancale que la situation actuelle de communication, et que d'autre part, les rédacteurs, difficiles à mettre en pratique, je ne vais pas descendre dans le détail, mais qu'il y a un principe général soit appliqué, à savoir que le rédacteur puisse rédiger dans la langue de son choix. Après, c'est une question de gestion de traduction communautaire, et on est en discussion avec un certain nombre de fonctionnaires européens, et même au haut niveau, sur ces questions-là, pour faire bouger les choses. Voilà. C'est tout, j'ai dépassé 5 minutes, je suis désolé. Merci Christian, un exposé intéressant. Moi, j'ai retenu un propos du fait qu'on est en train de construire cette association
Le rôle que les associations devraient jouer par rapport à l'adaptation des lois. En général, on connaît peu le cadre législatif qui favorise bien souvent le pluralisme, on ne le sait pas, mais on ne sait pas opérer, lutter avec les armes qui devraient être efficaces dans nos approches et en faveur de nos approches. Est-ce qu'il y a une question? Vous posez une question? Par rapport à ce que je dis au Johanna, l'UOP favorise et essaie de faire tout ce qu'il peut pour favoriser la circulation des informations entre les associations. Donc ça, après, il faut les principes, ensuite il faut les faire vivre ces principes. Oui, on sait qu'on vous en félicite. C'est pourquoi vous êtes ici, justement. Parce que vous luttez pour ça. Au service de tous. Merci, Christian. Et oui, il faut la faire. Et on parle depuis le matin de myriadie. En fait, c'est quoi myriadie? Et c'est Sandra qui va nous en parler en présentant avec plus de détails ce portail pour l'intercompréhension en ligne. C'est une approche bien particulière, l'intercompréhension en ligne. J'invite les personnes qui n'ont pas récupéré les maladies à l'entrée de le faire en sortant de la salle. Et de partir en sortant. Bon, ça arrivera. Faut être patient. Ça marche pas? Bien. Bon. Ça devrait aller. Facciamo le dita.
B. Bon, ça veut dire que la technologie n'est pas notre meilleur allié, au final. Tu peux pas le rallumer. Ça se rallume pas? Bon. Bon, déjà, je commence par vous raconter quelque chose. C'est pas la peine de... Voilà. Vous exercez l'oral. Vous entendez? Bon, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de présentation, mais bon, on va voir. On attend. La technologie n'est pas dans ma vie. Pour demain, j'espère que oui. Bon, déjà, Mélie a dit, on a choisi ce titre parce qu'on parle de mutualisation et innovation pour un réseau de l'interprétation à distance. C'est un projet européen qui a commencé en 2012, il dure 3 ans, qui va se terminer en 2015. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a créé un réseau au départ. C'est le réseau des projets précédents, c'était les projets Galatée, Galanet et Galapro, des projets pour l'intercompréhension. D'abord avec les nouvelles technologies de Galatée pour la création de CD-ROM pour l'apprentissage de l'intercompréhension par, disons, des supports multimédia. Et ensuite, on est passé à Internet avec Galanet et Galapro. Alors, on a commencé les projets de notre groupe ont commencé en 92. Donc, ça fait déjà un bon moment que on pense et qu'on réfléchit et que nous faisons des choses autour de l'intercompréhension. Et donc, depuis 92, le réseau s'est élargi. Et ce réseau comporte aujourd'hui, vous allez le voir quand j'aurai les slides, 19 partenaires européens. Parmi ces 19 partenaires européens, nous avons des universités, des écoles, des associations. Et nous avons en ce moment autant de partenaires associés. C'est-à-dire qu'au départ, le réseau ne comptait que 19 partenaires membres du projet officiellement. Et en 2 ans, donc l'un de nos objectifs principaux, c'est-à-dire l'extension de notre réseau, a fonctionné, puisque nous avons, voilà, nous sommes 38, 19 en ce moment. 19 producteurs de ressources et de la plateforme, et 19 collaborateurs, contributeurs, qui d'une manière ou d'une autre nous aident pour la mise à jour, pour la création de ressources, pour tous les chantiers du projet de médiatique. Non, ça ne plaît pas. Donc il affiche à nouveau la même page et pas la mienne. Pourquoi il n'affiche pas la page? Parce qu'il y a un autre ordinateur connecté. C'est bien ça. Il affiche un diaporama qui n'est pas le mien. Non mais... Est-ce que c'est le grand ordinateur? C'est marrant. Un switch quelque part? Non.
je peux vous raconter, hein, mais c'est un peu dommage pour un projet en ligne. Non, mais c'est pas là, c'est pas un problème là-bas, c'est un problème ici. Vous voyez, j'y vois plein de choses, mais il n'arrive pas.